tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe. Vous êtes-vous déjà demandé comment était déterminé le prix des actions et pourquoi le prix des actions fluctuait? Pourquoi on a une action dont le prix est à 40 $ et une autre est à 240 $ et qu'est-ce qui fait que le prix des actions, lorsqu'on consulte les cotations en bourse, fluctue continuellement? Eh bien, aujourd'hui, on répond à ces deux questions. Restez avec moi, c'est parti. Avant que je débute tout le monde, s'il vous plaît, je vous demanderai de cliquer en bas à droite sur s'abonner et juste à côté sur la petite clochette, comme ça, à chaque fois que je vais publier une vidéo, à chaque semaine, vous allez recevoir une notification et vous allez pouvoir regarder mon vidéo à l'instant. On débute tout de suite, mais pour répondre à nos deux questions, il faut retourner aux bases de qu'est-ce qu'une entreprise et comment fonctionne une entreprise. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, lorsqu'on achète des actions, on devient finalement propriétaire en partie de l'entreprise des actions qu'on achète. Par exemple, si vous achetez des actions d'Apple, 10 actions, eh bien, vous êtes propriétaire d'Apple à probablement 0,0000001%. Bon. Alors, comment fonctionne une entreprise? Comme vous pouvez voir, vous avez au centre l'entreprise qui a pour but de produire des biens et des services qu'elle vend à ses clients. Pour produire ses biens et services, elle doit s'approvisionner auprès de fournisseurs, desquels elle reçoit des biens ou des services qu'elle transforme, qu'elle envoie aux clients et ensuite les clients payent l'entreprise. Donc l'argent envoyé par les clients devient les revenus de l'entreprise. Ensuite de ça, les fournisseurs sont remboursés et on dégage ce qu'on appelle des flux financiers. Les revenus moins les dépenses, ça crée un flux financier. Et une partie de ce flux financier qu'on appelle les flux financiers disponibles est retournée aux actionnaires, aux propriétaires de l'entreprise sous forme de dividendes ou de rachat d'actions par exemple. Année après année, les entreprises qui sont rentables vont dégager des flux financiers disponibles qu'ils vont remettre aux actionnaires. Pourquoi je vous parle de flux financiers disponibles? Parce que pour un investisseur, pour un propriétaire d'entreprise, pour quelqu'un qui achète des actions d'une entreprise, la seule donnée qui est importante, c'est les flux financiers disponibles actuels, mais aussi futurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on investit, on veut savoir le montant d'argent qui va nous être remis dans le futur pour non seulement couvrir le coût de notre investissement, mais qui va servir de bénéfice, donc de profit. Alors l'objectif de l'investisseur, c'est quoi? C'est de déterminer quels vont être les flux financiers disponibles qui vont lui être remis ou retournés dans le futur. Donc, l'argent que l'entreprise va renvoyer aux actionnaires dans le futur. Donc, il y a deux facteurs qui déterminent le prix de l'action. Comme je viens de le mentionner, les flux financiers disponibles dans le futur, mais actualisés donc en valeur monétaire d'aujourd'hui. Et aussi le nombre d'actions en circulation, parce que plus il y a d'actions en circulation, eh bien, plus on divise le montant déterminé des flux financiers futurs. Ce qui fait que le prix de l'action est plus faible. Moins il y a d'actions, normalement, plus le prix d'action est élevé. Alors, on peut facilement comprendre à partir de ces deux facteurs pourquoi, par exemple, Couche-Tard a une action à 40 $ alors qu'Apple a une action à 240 $. Si on l'analyse du point de vue des flux financiers, évidemment, pour Apple, les flux financiers futurs actualisés sont beaucoup plus grands. On parle de milliards de dollars, alors que pour Couche-Tard, c'est un peu plus faible. Puis au niveau des actions, c'est négligeable étant donné la différence immense entre les flux financiers futurs de Couche-Tard et d'Apple. Alors lorsqu'on détermine les flux financiers futurs actualisés et qu'on divise ce montant-là par le nombre d'actions en circulation, on obtient un prix cible qui correspond finalement à la valeur de l'entreprise. Par contre, ce qu'on veut faire pour s'assurer d'avoir un retour sur notre investissement, on ne veut pas seulement avoir l'investissement qu'on a fait, on ne remet pas 20 $ pour recevoir 20 $, on veut recevoir un bénéfice sur notre investissement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se garder une marge et le prix calculé moins la marge va devenir la valeur intrinsèque de l'entreprise. Évidemment, cette valeur intrinsèque varie beaucoup d'un investisseur à l'autre, d'une firme d'analyste à l'autre. La valeur intrinsèque des entreprises est constamment
révisé en fonction des nouvelles informations qui arrivent aux oreilles des investisseurs. Maintenant, vous devez vous demander sur quoi se basent les investisseurs pour déterminer les flux disponibles futurs actualisés. C'est sur plusieurs facteurs. On peut en nommer quelques-uns: la capacité de production, le contrôle des coûts de l'entreprise, la demande pour ses produits, la demande future pour ses produits qui est super importante parce que ça va avoir un impact évidemment sur les revenus mais sur les profits de l'entreprise. La gestion de l'entreprise, est-ce qu'on a une équipe de gestion qui prend des bonnes décisions pour l'entreprise, et la capacité à innover qui évidemment va avoir un effet sur la demande des produits dans le futur. Maintenant, on passe du côté des marchés pour expliquer de quelle façon fluctue le prix des actions sur le marché. Lorsque la valeur intrinsèque de l'entreprise est calculée, les investisseurs s'en vont sur le marché avec ces données. Si, par exemple, on a une action d'une entreprise ABC qui se transige à 210 $ et que les investisseurs ont déterminé en fonction des rendements futurs de l'entreprise que la valeur intrinsèque est de 260 $, ce qui va se passer, c'est que la courbe de demande va se déplacer et puis le prix de l'action va monter. De façon un peu plus micro, comment ça fonctionne sur les marchés? Si j'ai mon investisseur numéro 1 qui a calculé une valeur intrinsèque de 245 $ pour l'entreprise et qui, lui, veut acheter pour 230 $ parce qu'évidemment, il veut avoir un bénéfice, il veut acheter en dessous de la valeur intrinsèque calculée. On a notre investisseur numéro 2 qui, lui, a calculé une valeur intrinsèque pour l'entreprise de 230 $, veut acheter à 220 $. Et on a notre investisseur numéro 3 qui, lui, possède l'action et a calculé une valeur intrinsèque à 210 $ et veut la vendre à 220 parce que pour lui, en fonction de son calcul, l'action est présentement surévaluée. Alors, comment ça fonctionne sur les marchés? Évidemment, des ordres, c'est ce qu'on appelle un ordre lorsqu'on envoie une demande de vente ou d'achat d'actions sur les marchés. Il y en a des centaines de milliers, des millions par jour en fonction des différents types qui sont négociés. Mais lorsqu'on a deux ordres qui correspondent à 220 $, eh bien, la transaction se fait. Alors ici, c'est important de le savoir, lorsque vous consultez les cotations en bourse des actions, le prix que vous voyez, c'est le prix actuel. C'est pas le prix auquel vous allez acheter ou vendre l'action. En fait, c'est le prix de la dernière transaction qui a été effectuée. Ici, dans mon exemple, 220 $. Alors, quand vous envoyez votre ordre, vous avez deux éléments à consulter. Le premier, c'est la valeur acheteur, qu'on appelle bid en anglais. Et vous allez pouvoir voir le montant le plus élevé qui est prêt à acheter un investisseur l'action et le nombre d'actions qui est prêt à acheter. Et vous allez aussi voir l'information vendeur ou ask en anglais qui correspond au plus bas prix qui est prêt à vendre un investisseur l'action en question. Vous allez voir le prix qui est prêt à vendre et le nombre d'actions qui est prêt à vendre. Donc, une fois qu'on a un acheteur qui veut acheter au prix du vendeur, eh bien, la transaction se fait et ça devient le nouveau prix de l'action. C'est pour ça que quand vous voulez acheter une action, eh bien, vous devez aller voir le prix vendeur et quand vous voulez vendre une action, vous devez aller voir le prix acheteur. Évidemment, vous pouvez faire un ordre qu'on appelle limite à un prix qui est en dessous, mais bien sûr, votre action va pas nécessairement se vendre ou va pas nécessairement être achetée si le marché se rend pas au montant que vous avez mis sur les marchés. Alors, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous comment le prix des actions est déterminé. Évidemment, c'est un calcul de flux financiers futurs. Combien d'argent l'entreprise va me retourner. À partir de là, je vais être en mesure de dire combien je veux payer. Et puis, comment, sur les marchés, la valeur intrinsèque fait bouger le prix de l'action et comment les transactions sont effectuées. Si vous avez apprécié mon vidéo, je vous demanderai d'aimer mon vidéo, de le partager. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.